Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H.O. Le film d'aujourd'hui s'appelle Hellboy, il est réalisé par Neil Marshall, il est sorti au cinéma le 8 mai 2019 et je l'ai vu au cinéma en version originale. Alors pour info, il y a ma fille en guest, donc vous aurez le droit à du son et lumière pendant toute cette critique. On va voir comment ça se passe, on va faire le test comme d'habitude, c'est elle qui décide si on peut enregistrer ou pas jusqu'au bout. Mais bon, il y aura un petit suspense comme ça, c'est bien. Voilà, vous l'entendez déjà, elle est déjà en train de se moquer de moi gentiment. Donc voilà, allons-y, cut de bullshit comme on dit, et en perdons pas de temps, salam alek. Donc évidemment, pour parler d'Hellboy, il faut commencer par parler de Guillermo del Toro, évidemment, et de son diptyque datant de 2004 et 2008. À la base, Hellboy, c'est une BD de Mike Mignola, que perso je n'ai découvert qu'avec les films, et auquel j'ai pas forcément accroché à cause du style de dessin. Je sais, calmez-vous, calmez-vous. Je suis pas du tout un aficionados de la bande dessinée de Mike Mignola, mais je sais qu'il y a énormément de fans et que je suis le premier à admettre que son style est juste très très balèze. C'est juste que j'ai pas accroché. Donc j'ai jamais lu les BD. Mais encore une fois, j'ai lu beaucoup de BD, mais je suis un petit peu comme tous ces gens qui regardent des films et qui se souviennent de rien du tout. Je suis un peu une buse en BD, voilà, je dois l'admettre. J'adore pourtant le style et tout ça, il y a des BD que j'ai adoré, mais j'en ai lu vraiment beaucoup, et j'en ai oublié beaucoup. Ça m'étonne toujours, mais c'est comme ça. Visiblement, ma mémoire est très sélective quand il s'agit de choses intéressantes. Par contre, me souvenir des chansons des musclés du Club Dorothée des années 90, ça oui, ça y a pas de problème. Par contre, garder ce genre, des BD très intéressantes que j'ai lues, se souvenir des auteurs et tout, ça visiblement, mon cerveau il a choisi que je ne m'en souviendrai pas. Voilà, donc tout ça pour dire, en BD, on peut considérer que je suis une buse, donc mon avis sur Hellboy, on s'en bat les steaks, et on va arrêter les digressions tout de suite, et on va aller directement au but. Donc j'ai découvert Hellboy avec les films de Del Toro, Guillermo Del Toro qu'on ne présente plus, qui est un immense réalisateur, Les Chines du Diable, Mimic, Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, Crimson Peak, etc., etc. Avec un style très très remarquable, style très poétique, images, décors, costumes et maquillages sont somptueux et détaillés et cohérents. C'est impressionnant, de toute façon, si vous connaissez pas Del Toro, ou si vous avez vu très peu de films de lui, vous pouvez mater tous ses films. Il y a vraiment ce dénominateur commun de créer des univers extrêmement précis et foisonnants. À la limite, je dirais qu'il est un petit peu dans un style légèrement différent, quelque chose qu'on pourrait se rapprocher de l'imaginaire d'un Tim Burton, mais qui aurait mieux mûri en quelque sorte. Ouais, je ferai peut-être une critique sur un film de Tim Burton un jour et j'en parlerai de mon point de vue. Quoique, In the Panda a fait une vidéo dessus que je trouve très intéressante, qui dure 2 heures je crois, où il parle très bien de ça, de l'évolution du style de Del Toro, de Burton, et en quoi ça s'est plus ou moins problématisé dans le temps. Allez la voir, c'est vraiment une très bonne vidéo. Voilà, mais donc tout ça pour dire, Del Toro c'est un petit peu le cousin qui aurait bien mûri dans le style, donc si vous avez jamais vu ou si vous connaissez peu, matez tous ses films, c'est génial. Il a un style très poétique, les images, les décors, les costumes et les maquillages, comme je disais, sont somptueux. L'action est puissante et inspirée. Je vous conseille de voir Pacific Rim, les combats entre monstres, entre kaiju, monstres géants et robots géants sont juste excellents. Et je parle pas des chorégraphies de combat dans Hellboy 2 qui sont juste superbes. Il y a beaucoup de poésie et d'humour noir, constamment, dans ces films, ça fonctionne très bien, à l'exception peut-être de Mimic, qui était une commande au départ, et où il a dû un petit peu calmer son style. Les défauts, selon moi, alors c'est vraiment selon moi, parce qu'est-ce qu'on peut lui trouver des défauts en fait, je trouve qu'il a une narration qui est un poil lente, contemplative parfois un peu trop, genre Crimson Peak, que j'ai trouvé qui est un bon film, j'ai pas adoré non plus. Donc c'est pas non plus un défaut rédhibitoire du genre il faut pas regarder ses films, mais c'est lié aux qualités de son style. Comme il sait mettre en place une ambiance et qu'il a un très très beau style visuel, on se retrouve très vite avec des films qui peuvent être un tout petit peu, mais vraiment un peu quoi, je contemple ce que j'ai mis en scène, vous voyez ce que je veux dire? Après j'en rajoute un peu parce que ça reste de l'excellent cinéma, donc c'est une critique qui est vraiment à voir à double tranchant, pour vous donner une échelle d'idée. Là par exemple ma fille elle a pas envie que j'enregistre, pour vous donner une échelle d'idée, Le Labyrinthe de Pan c'est un chef-d'œuvre absolu et c'est typiquement du Del Toro. Donc c'est-à-dire le rythme est lent et ainsi de suite, mais c'est brillantissime, il n'y a rien à enlever de ce film-là. Donc vous voyez ce que je veux dire, je parle même pas de Les Chines du Diable, qui est un de mes films préférés de lui, où c'est pareil quoi. Donc c'est un défaut, oui et non. Ça va rebuter une partie du public, mais en général l'univers est tellement beau, tellement cohérent, les personnages sont tellement bien écrits en général, peut-être à l'exception encore de Mimic, que voilà, même dans Blade 2 qui était une commande et qui est clairement un film, un Wesley Snipes movie, il a réussi à écrire ça et à rendre ça intéressant. Enfin voilà quoi, c'est un très grand réalisateur tout simplement.
Même si je trouve que quelque part Hellboy 1 pour moi est un de ces films mineurs, pour revenir à notre sujet. Mais je vais pitcher rapidement, je vais faire des micro-critiques de Hellboy 1 et 2, comme ça on avancera plus sereinement. Alors pitchons Hellboy 1 de Guillermo del Toro. Hellboy, élevé par le professeur Broom comme son fils, est un diable muni d'un bras énorme de pierre. Souvent en conflit avec son père, il fait cependant partie de la brigade de protection de l'humanité contre les forces surnaturelles. Et alors qu'on le charge de s'occuper de Samael, un monstre légendaire, et que Rasputin, ressuscité, souhaite abattre un monstre biblique sur le monde, Hellboy se préoccupe plus de retrouver Liz Sherman, celle qu'il aime, et qui vit enfermée dans un asile, par peur de déchaîner son pouvoir de feu destructeur sur des innocents. Alors faisons court, hein, c'est des micro-critiques. Vous trouverez sur internet des critiques beaucoup plus complètes, je pense, de Hellboy, hein, soyons honnêtes. Aussi bien le 1 que le 2. C'est un film sympa. Archi beau, mais vraiment archi beau. Mais lent, aussi. Il y a tout le style de Del Toro dedans. Les scènes d'action sont souvent trop molles, je trouve, dans celui-là. La 3D, déjà pas top à l'époque, a encore plus mal vieilli. Et la narration en plus mêle des idées intéressantes, le triangle amoureux entre Liz, Hellboy et son tuteur grosso modo, et le côté Hellboy grand qui est un grand ado, ça fonctionne plutôt bien dans le film. Ron Perlman est vraiment très drôle et fonctionne bien, sans compter qu'évidemment le costume, enfin tout ce qui est, je le dis pas mais c'est évident chez Del Toro, les décors, la plupart des concepts artistiques sont magnifiques, à la nuance près dans ce film là que je trouve, et le dernier gros monstre et dont j'ai oublié le nom, et Samael sont vraiment pas terribles, je trouve. Ni en termes d'idées, ni en termes de praticité, ni en termes de concept, je trouve que ça fonctionne pas. On dirait des gros mecs musclés avec des masques en caoutchouc, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'y va pas. Mais c'est un des rares films où il est un peu en train d'explorer ça, c'était une des premières fois où il avait un budget hollywoodien aussi pour lui, après, si je dis pas de bêtises, après Mimic et avant Blade 2. Donc il était en train un petit peu de revoir aussi son style et de l'adapter un peu à des budgets, à une technologie, celle que lui proposaient les États-Unis, sachant que aussi, il faut, à la décharge de Hellboy, il faut dire que c'est un film qui a été produit à partir de 2002, et que voilà, faire des effets spéciaux aussi ambitieux, c'était pas évident du tout à l'époque. Maintenant, ça nous paraît évident, plus de 17 ans plus tard, mais il faut bien comprendre que quand la production d'Hellboy commence, les effets spéciaux en 3D, on est encore quelque part dans le tâtonnement. Hein. C'est pas top, et à cet endroit-là, Hellboy était tout à fait comestible par rapport à toute une production de films de super-héros qui se contentait de 2 ou 3 scènes en 3D dans le film, et qui étaient en plus mal foutues. Hein. Je vous renvoie aux catastrophes industrielles que sont Daredevil, Ghost Rider et autres Catwoman avec Halle Berry. Et donc le film mêle des idées intéressantes, comme je disais, des idées un petit peu plus longuettes, pas forcément bien vues. Samael qui est pas très joli ni très intéressant. La recherche de Rasputin est un peu longue et bavarde dans le film. Elle mène pas à grand chose. On comprend qu'il y a des enjeux à gérer entre les personnages, il y a toute une intrigue entre Hellboy et son chef de secteur de la brigade là, du surnaturel, qui est plutôt drôle, mais qui prend beaucoup de place finalement pour pas grand chose. Même si en parallèle on a des choses intéressantes, hein. Le rapport entre Hellboy et son père notamment est très beau, c'est une des meilleures choses du film d'ailleurs, qui fonctionne le mieux. Voilà, grosso modo, donc c'est plutôt pas mal. On a des concepts intéressants évidemment en parallèle. La dégaine de Rasputin, c'est juste dingue. Il a des séquences magnifiques rien que pour lui. Son homme de main qui s'appelle Krönen, qui est devenu un personnage mythique, hein, une sorte de monstre mythique maintenant des films des fans de films de genre. Donc voilà, le film mêle des super idées et des choses beaucoup moins bonnes, ce qui fait qu'il est assez en dents de scie. Mais bon, pour conclure, l'histoire est bonne, c'est un bon film. C'est un peu laborieux et la 3D a mal vieilli, mais ça reste un bon film. Il a des défauts, mais je trouve que globalement, il est tout à fait regardable. Et donc arrive Hellboy 2, The Golden Army, qui va corriger un peu tout ça. On va faire un petit pitch, de nouveau, petite micro-critique. Enfin installé avec Liz à la brigade de défense de l'humanité, Hellboy ne grandit cependant pas. Régulièrement remarqué par les médias alors qu'il est supposé ne pas exister, Red est cependant envoyé en mission avec Liz pour enquêter sur un massacre commis par des créatures mythologiques. Mis sur la piste du prince Nuada, un elfe bien décidé à faire payer à l'humanité l'exil de son peuple pour sauver le monde, Hellboy va devoir faire plusieurs choses. Soutenir son copain amphibien Abe, qui est tombé amoureux pour la première fois, empêcher le prince Nuada de relâcher les légions d'or maudites sur le monde, et surtout, empêcher Liz de partir en devenant enfin un homme. Hellboy 2 est un excellent film fantastique. Excellent.
L'univers elfique est passionnant, aussi bien les personnages comme la Fée des Dents que le marché des trolls. C'est des réussites complètes, je trouve, à chacune avec leurs moyens, à chacune avec leurs limites, mais c'est très très bien géré. On sent des limites de moyens par moment dans certains costumes et ainsi de suite, mais je trouve que ça fait fonctionner le film très bien, une sorte de magie qui se met en place et qui est incroyablement efficace et qui ne fonctionnait que par rares moments, je trouve, dans Hellboy 1 à comparer. Pour un budget similaire d'ailleurs, mais je reviendrai sur ces questions plus tard. Les fameuses Légions d'or maudites sont vraiment mythiques. Elles sont beaucoup mieux amenées d'ailleurs que Samael et beaucoup plus réussies. Et quand elles arrivent enfin à l'écran, on comprend tout à fait pourquoi elles sont maudites et pourquoi elles sont mythiques. Ça fonctionne vraiment très bien. Toujours dans un style très cohérent et très maîtrisé. Je veux pas trop spoiler le film quand même. Et puis on a évidemment le méchant du film qui s'appelle le Prince Nuada, qui déjà dans le premier film, Rasputin avait de la classe, mais finalement il n'était pas très présent dans le film. Il avait finalement son intrigue était trop secondaire en quelque sorte. Il avait beaucoup de classe, mais je vois pas pourquoi il était aussi en retrait par rapport, par exemple, à l'intrigue avec le chef de section qui est très longue et qui prend vraiment beaucoup de place pour pas grand chose. Là, l'équilibre est beaucoup mieux trouvé. On suit beaucoup le Prince Nuada dans ses pérégrinations très vite. Et c'est excellent, notamment parce qu'on a le droit à des scènes de combat avec lui, ou les chorégraphies de combat, des scènes de combat qui sont juste topissimes. Ouais, topissimes, c'est vieux, hein, qui sont excellentes tout simplement. Je trouve qu'il y a un équilibre parfait entre beauté et puissance dans ces séquences de combat. Si on me demande de donner des séquences de combat que je trouve quasi parfaites, aussi bien au niveau chorégraphique, visuel, musique et narratif, en termes de rythme et tout, elles sont ni trop longues ni trop courtes et ainsi de suite. Je cite très souvent les scènes de combat de Hellboy 2, que je trouve globalement... il tire jamais sur la corde, quoi. C'est impeccable. C'est le spectacle avec une conscience complète de raconter quelque chose. Souvent, ma critique première des scènes de baston ou de spectacle, c'est de vouloir tellement en faire qu'au bout d'un moment, ça raconte plus rien du tout. J'ai beaucoup d'admiration du coup pour des gens comme Jackie Chan, par exemple, qui arrivent à faire avec une scène de combat. On sent très bien que dans le scénario, c'est marqué et Jackie Chan se bat contre 20 mecs et s'enfuit. Ou alors arrive à récupérer le médaillon avant de partir, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est résumé à une ligne, et ils arrivent à vous faire une scène hyper drôle et spectaculaire pendant genre 5-10 minutes, quoi. J'ai beaucoup d'admiration pour ça, parce que la narration quelque part s'arrête à ce moment-là, presque. Il y a juste ce truc du coup, tout le monde court après telle chose, ou tout le monde court après Jackie, et voilà. Et c'est incroyable comme c'est efficace, comme ça vit, comme ça bouge, avec un présupposé aussi simple au départ. Alors que pour moi, une bonne scène d'action raconte quelque chose. Elle peut donner beaucoup de place au spectaculaire, aux cascades, et ainsi de suite, mais elle raconte quelque chose. À partir du moment où elle arrête de raconter, c'est foutu. C'est mort. Et ça peut raconter des choses aussi bien que par rapport à l'intrigue principale qu'en interne de la scène de combat. Hein. Ça peut être le fameux coup les deux adversaires commencent à se combattre et il y en a un qui blesse l'autre, donc le personnage principal est gravement blessé et doit continuer à se battre. Vous voyez, donc ça peut être raconter des choses à l'intérieur de la séquence, fonctionne aussi, mais il faut que ça raconte. Et je trouve que dans Hellboy 2, on a un équilibre là qui est impeccable. Si vous avez jamais vu ces scènes, allez-y, c'est vraiment du grand cinéma de qualité à tous les niveaux là. Les décors sont excellents. Les costumes, la musique est incroyable, elle est épique au possible à chaque fois que le prince Nuada se bat, ou qu'on le voit s'entraîner d'ailleurs, c'est impeccable à tous les niveaux. Ça, c'est vraiment... Et du coup, ça rend le personnage absolument mythique, sans compter qu'il y a une vraie nuance dans l'écriture des personnages aussi. Notamment si on va vers l'histoire d'amour que Abe vit. Abe, qui est un personnage amphibien, qui est déjà dans le 1, dont le design est absolument magnifique. Voilà, rien que pour le design des personnages, voir les films de Guillermo del Toro. Il est déjà dans le premier, et là dans le deuxième, il a une plus grande place en vivant donc une histoire d'amour qui est très jolie, très poétique. Les nouveaux personnages comme Johann Kraus sont excellents, je vous laisse découvrir un petit peu le professeur Johann Kraus, je ne vais pas en dire trop, mais pareil, il y a un petit design, un petit côté rétro, mais en même temps pas original, mais bien foutu, quoi. C'est du rétro qui passe encore très très bien. Et bien sûr, évidemment, la relation entre Liz et Hellboy évolue subtilement et avec de très belles scènes que je ne vais pas spoiler. C'est juste un excellent film. Excellent film. Malheureusement, après cet excellent deuxième film, Hellboy 3 ne verra jamais le jour. Déjà, Hellboy 1, pour un budget de 99 millions d'euros, avait rapporté 99 millions d'euros au box-office, donc bénéfice zéro. Et donc, Hellboy 2 avait été fait 4 ans plus tard, ce qui sous-entend déjà qu'il avait été difficilement reproduit, et avait eu le même budget, voire un peu moins, 85 millions, ce qui veut dire que Del Toro a fait des concessions pour pouvoir faire cette suite.
Ce qui est impressionnant, c'est de voir la différence d'échelle du film entre le premier et le deuxième, alors que dans le deuxième, il y a vraiment beaucoup plus de décors, de figurants. Enfin, bon, c'est impressionnant. Et le film avait rapporté 160 millions, ce qui était bien, mais pas top, parce qu'au même moment, en 2008, pour vous donner une échelle d'idée, on a The Dark Knight, qui pour un budget de 150 millions d'euros en rapporte 530 millions, et on a Iron Man qui débarque et qui défonce tout en lançant bien sûr le Marvel Cinematic Universe, donc un style très différent de film, avec un budget à la base, je ne connais plus le budget, 100 millions de dollars, et qui ramène 320 millions de dollars au box-office. Donc, Hellboy 2 arrive quelque part en terrain ennemi. Surtout parce que le ton du film était très particulier. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais du mal à admettre. Mais Hellboy 2 est une comédie familiale, tout simplement. Quand le public voulait du The Dark Knight, quoi, du truc très sombre, très sérieux comme ça. J'adore The Dark Knight, hein, c'est pas la question. Mais Hellboy 2 a été confronté très très vite à cette comparaison. Parce que les films de super-héros énormes n'étaient pas encore aussi présents. Il n'y en avait pas encore autant il y a plus de 10 ans maintenant, hein, 11 ans. Et en plus, on n'avait pas le droit à comment dire, des tons très différents. Le public n'était pas encore en demande de ça. Ce qui fait que du coup, dans Hellboy 2, on se retrouve avec ce ton extrêmement original. On s'attend à un film sur un personnage venu des enfers, le premier film étant très sombre, hein, en comparé. Et on a des choses assez gore et assez sombres, hein, avec l'effet des dents et tout ça. Je vous laisse découvrir comment. Mais au final... Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ? Donc voilà, donc ce ton très comédie familiale. Pour vous donner une échelle d'idée, la musique principale, le thème principal de Hellboy 2, c'est You Know, c'est quoi la chanson? You know I can't smile without you. Enfin voilà, c'est vraiment de la chansonnette sympathique et mignonnement triste d'amour. Et tout le ton est basé là-dessus. D'ailleurs, le dernier plan du film, qui m'avait beaucoup choqué à l'époque, c'est une sorte de plan fixe sur la tête d'Hellboy, qui est clairement un plan de comédie familiale. Donc voilà, c'était un choix très fort. La première fois que j'avais vu le film au cinéma, je savais pas trop comment le prendre. Et avec le temps, le film avait gagné, et j'avais dû admettre que je le trouvais vachement bien, et que j'appréciais beaucoup ce film, qu'il arrivait à être épique tout en ayant ce ton... comédie comique, puisqu'on a une scène de beuverie, déjà dans Hellboy, il l'évoque dans le 1 et dans le 2, on le voit clairement se bourrer la gueule avec Abe. Donc voilà, il y avait tout ce contraste qui intéressait visiblement beaucoup Del Toro, qui humanisait beaucoup le personnage aussi, et qui faisait de lui ce grand ado qui intéressait vraiment Del Toro à l'écriture. Mais voilà, le public était pas prêt à ça, et du coup les producteurs ont jamais voulu vraiment relancer le truc, alors que Del Toro a essayé encore de le faire produire, ce Hellboy 3, jusqu'en 2018, hein. C'est dire s'il tenait à ce film. Sachant qu'en plus la fin de la trilogie était clairement lancée par la fin du 2, donc Hellboy 2 appelé Hellboy 3, c'était évident, mais le studio a obstinément refusé, malgré les grandes propositions. Del Toro a été très honnête avec les gens qui lui posaient des questions sur Twitter. Il a proposé de baisser le budget du film, il a revu son cachet, il a essayé de pousser Ron Perlman, qui jouait donc Hellboy, à revoir son budget. Les acteurs, comme j'ai oublié le nom de l'actrice qui jouait Liz Sherman, mais tout le monde était prêt à faire un effort, entre guillemets, financier, mais il n'y avait rien à faire. Le studio ne voulait pas, visiblement, d'un Hellboy 3 par Del Toro. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, et c'est vraiment dommage. Mais bon, il y a des petites données qui donnent des idées quand même. En général, le temps de copyright exclusif aux États-Unis dépasse rarement plus de 10 ans sur les différents personnages de livres, de bandes dessinées ou d'autres. Et visiblement, le premier film datant de 2004 et le deuxième de 2008, je ne serais pas surpris que Del Toro, entre-temps, ait pris en quelque sorte des droits en 2007 ou 2008 sur le personnage pour avoir l'exclusivité de l'adaptation cinéma, et qu'il se soit finalement retrouvé à se battre pendant 10 ans sans jamais réellement réussir à lancer ce troisième film, et donc en n'ayant plus les droits, ce qui a donc permis à la production de lancer non pas un Hellboy 3, mais un reboot. Nous y voilà donc. Reboot qui a clairement mis en colère les fans de Del Toro, ou tout simplement ceux qui voulaient que Hellboy se refasse. Et donc tout ce petit beau monde-là, ça fait quand même pas mal de monde maintenant, parce que les films Hellboy ont gagné beaucoup en notoriété avec la réussite de Del Toro, avec le succès du Labyrinthe de Pan et ainsi de suite. Et donc du coup il y a pas mal de monde qui préparait leur flingue à l'annonce de ce fameux reboot, qui allait donc changer d'acteur principal, et évidemment de réal. Et donc, à la réalisation, vlatipa qu'on se retrouve avec Neil Marshall, comme je le disais précédemment. Neil Marshall, c'est un réalisateur anglais que j'aime bien, même s'il a une filmo vraiment, vraiment contrastée. Il se fait connaître en 2002 avec un long métrage qui s'appelle ma fille imite Hellboy, là.
les monstres de Hellboy, bref. Avec un film en 2002 qui s'appelle Dog Soldiers, qui était donc une sorte de gros délire avec des soldats et des loups-garous, que je vous conseille de voir, qui est vraiment un film drôle, parce qu'il était très très généreux en loup-garou. Les effets spéciaux étaient par moments bien foutus, par moments comiques. C'était pas mal du tout comme film, c'était un petit délire plaisant. Il s'est fait connaître avec ça. Et surtout, il a été confirmé par la suite avec l'excellent The Descent. The Descent qui est pour moi un excellent film de peur primale où un groupe de jeunes femmes descendent comment dire, font de la spéléologie et se retrouvent confrontés à des créatures qui s'appellent les Crawlers. Je vous conseille de voir, moi qui suis un claustrophobe au possible, le film a marché au maximum, mais je trouve que même sans ça, ça reste un très bon film. Et je parlais dernièrement dans mes critiques, notamment de Cimetière, d'un manque de travail sur le fond entre un film d'horreur, entre les personnages et le fond de l'histoire, et que souvent les films priorisaient la peur au lieu du fond, ce qui pour moi dans les films d'horreur est une vraie erreur. Et en parallèle de ça, quand on voit The Descent, on peut que admettre la qualité de l'écriture et la richesse de la thématique et à quel point au final le film s'en sort très très bien sur ce qu'il a à raconter. The Descent pour moi c'est un excellent exemple de film de peur. Il faudrait que je le revoie, hein. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Peut-être qu'à l'époque j'étais plus impressionnable, c'est vrai, et que du coup j'en penserai à autre chose maintenant. Mais en tout cas c'est un film que je vous conseillerais. The Descent, c'est très très sympathique. Et ça m'avait donné beaucoup d'espoir sur la suite de la filmographie de Neil Marshall, que je vous conseille, pour le coup, je vous conseille ce film-là. Parce qu'ensuite, il a fait Doomsday, film que j'avais beaucoup attendu et que j'avais vu, et qui était au final un film apocalyptique à petit budget, assez raté, assez étonnant dans son ratage d'ailleurs, un film assez étrange, avec des concepts artistiques très intéressants, et au final, un film assez décevant, j'ai envie de dire, dans ce qu'il pouvait proposer, dans son idée de départ, bref. Voilà, un film assez décevant. Et ensuite, il a fait Centurion, que je n'ai pas vu, avec Michael Fassbender en 2010. Et il n'a plus de budget de long métrage, ce qui me porte à croire que, vu les critiques que Centurion a encaissées, il était un petit peu persona non grata dans la production de long métrage aux États-Unis. Du coup, ensuite, il a fait plein d'épisodes de séries télé, notamment sur d'excellentes séries comme Game of Thrones, dont il a réalisé 2 épisodes. C'était notamment des épisodes de guerre. Si je dis pas de bêtises, il avait été appelé pour faire la fameuse bataille de Port-Réal, quand Stannis attaque Port-Réal, pour ceux qui connaissent la série. Et c'est lui qui avait réalisé les 2 épisodes, et c'était très bien, d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé. Il avait réussi à donner beaucoup d'ampleur aux scènes de bataille maritime avec très peu de moyens. Et un nombre de figurants, je trouve, limité par rapport à des films. C'était du bon travail. Ensuite, il a réalisé des épisodes de séries où j'en ai vu certains, puis d'autres je connais pas du tout. Black Sails, dont on m'avait dit du bien, mais j'ai jamais vu. Constantine, la série télé que j'ai jamais vu. Hannibal, effectivement, l'épisode qu'il a réalisé était pas mal du tout. Série qui est assez étrange. Il faudrait que je fasse un podcast à l'occasion dessus sur Hannibal. Il faudra me le rappeler. Je vais vous en faire un, je pense. Oui, la série Hannibal avec Mads Mikkelsen. Tales of Halloween, je n'ai pas vu ce que c'est. C'est un film à sketch, il avait fait un segment. La série Timeless, où il a fait un épisode. La série Westworld, que je n'ai pas vu, je sais, c'est un sacrilège. Donc il a fait 3 épisodes sur 10 tout de même, donc il faudrait que je la voie à l'occasion. Un téléfilm qui s'appelle Paul Richards Almanac, que je ne connais pas. Et encore des épisodes de série avec la série Perdu dans l'espace. Et donc, nous voilà en 2019, et il redébarque sur ce projet. C'est un réalisateur qui est capable du meilleur, comme je disais, des scènes comme du franchement moins bon avec Doomsday, qui était un projet beaucoup trop ambitieux d'ailleurs pour ses 22 millions de budget de départ. Et j'en reparlerai de ça, de la disproportion entre budget et ambition, parce que c'est un peu un problème qu'on retrouve dans ce Hellboy. Et donc du coup je me suis aussi intéressé au scénariste, qui s'appelle Andrew Cosby, c'est son premier scénario de long métrage, après avoir créé et scénarisé des séries que je n'ai pas vu, donc je peux pas en dire grand chose, mais honnêtement quand on voit Hellboy, on sent le côté premier scénario de long métrage. Je trouve que c'est assez, on peut pas trop se tromper sur le truc. Mais on va commencer par le pitch avant d'attaquer enfin la critique de Hellboy de 2019. En des temps lointains, le roi Arthur a été contraint de démembrer la sorcière Nimue, propagatrice de la peste dans toute l'Europe, ou d'une forme de peste. Impossible à tuer, les restes de la sorcière ont été cachés dans des lieux sacrés en espérant que personne ne vienne jamais les récupérer dans l'objectif de la ressusciter.
De nos jours, Hellboy est parti de son propre chef au Mexique pour retrouver un membre du bureau de défense de l'humanité, accessoirement copain de beuverie d'ailleurs de Hellboy. Hellboy y découvrira malheureusement de sombres dessins concernant sa véritable nature et sa véritable destinée. Je vais pas beaucoup loin, mais vous avez compris, la subtilité et la poésie sont parties avec Guillermo del Toro. Ça, il faut le dire tout de suite, c'est clair et net. C'était 2 copines à Guillermo del Toro visiblement, et ils les ont pas laissées dans le projet Hellboy. Il faut être honnête. Le premier choc pour moi du film, c'est que le maquillage d'Hellboy est beaucoup plus grossier. L'acteur David Harbour est plutôt bon, mais je reviendrai là-dessus plus tard, mais je trouve que dès les premières scènes, il y a des problèmes avec les lèvres, par moment. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de pas naturel, et à comparer avec le maquillage de Ron Perlman dans les versions de Del Toro, ça jure vraiment. Là, je pouvais pas m'empêcher de comparer parce que je trouvais que c'était, à l'inverse, plutôt grossier. Alors, je dois dire tout de suite que un des premiers éléments qui doit être dit sur ce Hellboy de 2019, c'est le fait que le film a été basé sur un... Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ? Donc oui, 50 millions de budget, c'est pas suffisant. C'est moins que Del Toro à l'époque, c'est dire. Et en plus, Hellboy de Neil Marshall est clairement un film très ambitieux. Alors je sais que ça va faire bondir certaines personnes, mais laissez-moi m'expliquer. Il y a beaucoup de décors, beaucoup de monstres, beaucoup de scènes d'action et d'effets gore. Il y a beaucoup d'effets gore. Et c'est là où on voit que le film avait un budget vraiment trop limité. Je m'explique. Le masque de Hellboy est intéressant. C'est un masque plus monstrueux, plus diabolique que chez Del Toro, où c'était plus quelque part une liaison chez Del Toro entre le concept de la bande dessinée et le visage de Ron Perlman. Mais ici, c'est mal foutu selon les plans. On sent clairement que le budget aurait permis de faire une meilleure conception ou d'avoir des meilleurs matériaux. Et dans les deux cas, le film avait besoin des deux solutions, en fait. Il en va de même du côté des effets spéciaux et des décors qui sont inégaux. D'un côté, on a le château de Baba Yaga, qui est un moment vraiment classe du film et très réussi. Et de l'autre, on a les décors de la société secrète londonienne qui sont vraiment inintéressants au possible, où on nous vend un truc du genre, oui, ça c'était le bureau de Churchill, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, vraiment, là, on sent vraiment que le film tire sur la corde pour essayer de faire passer le fait que son concept artistique est par moments très inégal. Et ça, c'est le budget qui permet ça, il faut être clair. Il y a aussi des choses qui sont pas expliquées par le budget, mais ces éléments-là, pour moi, viennent réellement du budget. Par contre, évidemment, les choses où le budget n'explique pas tout, hein, c'est clair, c'est le scénario, qui est surcompliqué, je trouve, pour vraiment pas grand-chose. L'histoire de la sorcière Nimue est sans intérêt et relativement cliché. Alors, pour la petite parenthèse, je suis obligé d'en faire une petite parenthèse sur Mila Jovovich, mais qui joue donc cette sorcière. C'est une actrice que je trouve qui est complètement en roue libre, quoi. Elle fait essentiellement des séries B nazes. Je sais que c'est pas une grande actrice, mais quand même il y a un manque d'ambition à un moment donné, je trouve, quoi. À un moment donné, quand je vois Mila Jovovich, à un moment je peux pas m'empêcher de penser Mila Jovovich égale film naze, voire des nanars, quoi. Et je trouve qu'elle a quand même, c'est une actrice qui est capable de tout à fait bien jouer, donc je comprends pas trop ce choix. Après, c'est une actrice de cinéma de genre, et tant mieux, et moi j'adore le cinéma de genre, donc je vais pas faire la tronche. Je trouve pas que ce soit un défaut, mais à un moment donné, je pense qu'elle aurait pu avoir un peu plus d'ambition. Bon, il n'y a pas de quoi en faire tout un débat. Mais quand même, au bout d'un moment, quand on la retrouve dans les rôles, c'est systématiquement le même genre, où elle joue ce genre de méchante, où elle joue les héroïnes qui jouent essentiellement de l'épée, et ainsi de suite. Donc bref, c'est vraiment pas une réussite. Et quand on casse Mila Jovovich pour un rôle comme ça, en général, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'on va aller racler, entre guillemets, les fans de cinéma de genre comme moi, et c'est tout. Et ça dénote l'ambition du film. C'est quelque chose, maintenant, il y a des acteurs comme ça qui tirent vers le bas le film, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, parce que ils sont liés à un style, à un genre, et dans l'esprit du public, c'est devenu évident. D'où déjà le fait que le film m'a l'air plus ambitieux que ça, mais choisit quand même dans son casting, fait un choix qui, à mon avis, est discutable. Elle fait le taf dans le film, c'est pas la question, c'est pas de sa faute, mais elle s'est complètement liée à un style de film et un style de représentation de cinéma, je pense. Ensuite, dans le scénario, l'enquête d'Hellboy est finalement résolue par un Deus Ex Machina, avec des répercussions soi-disant prophétiques, mais qui sont finalement peu claires dans le film, je trouve. Même si on comprend où ça voulait en venir, je trouve que ça n'a pas, les répercussions sont pas assez fortes, quoi, quelque part. Et si c'est des répercussions qui doivent avoir lieu dans le film suivant, c'est un gros pari parce qu'il faut que le film fonctionne et qu'il y ait une suite.
Je rappelle qu'entre Hellboy 2 a pas réussi à faire une suite alors qu'il était excellent, pour vous donner une échelle d'idée. On a aussi la relation entre Hellboy et son père qui est trop rapide malgré les bonnes idées. Il y a des bonnes choses, mais oui, la relation entre Hellboy et son père est trop rapide malgré les bonnes idées. On sent, en plus, à la comparaison avec les films de Del Toro, on voit clairement que ça jure, ou que c'était tout simplement mieux écrit dans Hellboy 1 de Del Toro, mieux mis en scène. Il y avait une évidence de leur relation qui fonctionnait mieux parce qu'on avait le temps de voir l'identité du père. Ce qui n'est pas le cas dans ce film, où clairement le père dit ce qu'il est, mais on le voit très peu l'être. Et pourtant, on a casté Ian McShane, mais je reviendrai là-dessus. Et pareil pour les personnages secondaires, où on est obligé de continuer la comparaison avec Del Toro, où avec la relation avec Liz était très intéressante. Là, on a le personnage d'Alice qui est catapulté un peu dans l'histoire. Le lien avec Hellboy est un peu forcé en plus, même si on comprend un peu d'où ça vient. Pareil, la relation avec le méchant, avec un des méchants du film, je comprends, mais qui amène pas grand-chose au film, je trouve. Et pareil pour l'agent Daimyo, qui est pas mal, mais qui est vraiment trop légère, avec cette évidente non-surprise de savoir ce qu'il est lui aussi à la fin. Bon, bref. Globalement, le film est déséquilibré. Et il veut trop raconter et finit par raconter mal les choses, honnêtement. Et ça s'ajoute, ça, au style de Neil Marshall, qui est parfois kitsch, qui frôle le ridicule à plein de moments. J'ai plein d'exemples, hein. C'est le fameux coup la tête qui parle, qui est toujours un plan très difficile à tenir sans que ça devienne ridicule. Le coup des démembrements qui peuvent vite devenir ridicules, et il y en a beaucoup dans le film. Le gore, hein, qui d'un côté peut donner un côté très craspec, flippant et tout ça, mettre une vraie tension, parce que voilà, voir les organes humains à l'air, c'est pas toujours très répandu, c'est pas très répandu tout de même, mais qui, quand on en abuse et quand on en fait un peu de la soupe de cervelle, et ça devient beaucoup moins intéressant, ça devient limite comique. Et je trouve que le film trouve pas toujours l'équilibre. Il y a des moments où clairement le film fait faire peur et il fait plus rire, entre guillemets, ou il provoque plus le sourire qu'autre chose. Et des moments où il veut, je pense, être un peu plus comique et il provoque un peu plus l'effroi. J'en donne l'exemple avec Baba Yaga où clairement le personnage est dégueulasse. C'est très très réussi. Et ça s'ajoute tout ce style-là, ce manque d'équilibre-là, ou peut-être que c'est l'équilibre que lui apprécie, mais je trouve que c'est très peu lisible. Ça s'ajoute aussi à un film qui est surcuté, le montage est assez insupportable, pour faire le plus court possible, grosso modo. On sent clairement la pression de la producteur et des distributeurs pour que le film soit le moins long. Le film au final fait quand même 2h20 et il n'avait pas besoin d'être aussi long, c'est clair. Donc alors je sais pas comment étaient les relations entre Neil Marshall et sa production, mais il y a clairement eu un bins et le montage est vraiment par moments charcuté sans raison, vraiment. Mais même s'il y a tous ces défauts, je trouve qu'il y a de vraies belles choses dans ce film. Et en fait, tout ce qui a trait au gore et au dégueulasse, entre guillemets, dans le film, est assez réjouissant. On voit vraiment le côté garçon de l'enfer de Hellboy, pour le coup. Il y a des effets gore partout, tout le temps, mais je trouve que c'est cohérent avec la fin du film, que je vais pas spoiler. C'est un vrai moment bien vénère dans le film, et qui révèle le point de vue du film, en fait. Et je ne vais pas spoiler sur ce point de vue, mais je trouve que dans la fin, on a cette petite séquence-là qui explique vraiment pourquoi le film était gore jusque-là, et pourquoi on nous préparait quelque part à quelque chose d'aussi, gore et violent. Mais je ne vais pas spoiler, il n'y a rien à faire, je ne vais pas spoiler, je trouve que c'est une qualité du film, ce serait dommage de spoiler ça. Alors, malgré que ma fille fait un bordel incroyable aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a, on va faire la conclusion. Hein ? Oui, moque-toi de papa, tu as raison. Qu'est-ce que papa y fait ? N'est-ce pas ? Bref. Conclusion. Ce Hellboy va se faire défoncer. Mais il va se faire défoncer. Je pense vraiment qu'il n'y aura pas grand monde pour le défendre. Parce que, plusieurs raisons. Déjà, les films de Del Toro sont mieux, tout simplement, à tous les niveaux. Voilà. Ils ont leurs défauts, mais clairement, je trouve que ce film n'en égale aucun. Il faut être clair. La frustration aussi de ne pas y voir ce Hellboy 3 de Del Toro, c'est du même ordre, mais c'est aussi très important, je trouve, même après 11 ans d'attente, entre guillemets, mais aussi à la décharge du propre film, parce que le scénario est très bancal, et surtout que c'est une grosse production pour un budget qui est pas équivalent, le budget n'est pas au niveau de l'ambition de ce film, c'est simple, c'est clair et c'est net. Du coup, ça donne un aspect malheureusement de série B généreuse et jouissive par court instant, mais beaucoup trop inégale et qui du coup deviennent par moments vraiment ridicules, qui sombrent dans le ridicule et dans le clairement stupide, le mal fait aussi, vous voyez.
J'ai plusieurs exemples, hein. Le nombre de personnages qui squattent le film en n'y apportant vraiment pas grand-chose, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il y a plein de personnages qui sont présentés comme des personnages principaux et qui au final existent quasiment pas. C'est assez impressionnant. Donc on a déjà ces énormes défauts, mais encore le rapport entre Hellboy et la sorcière Jovovich, hein, qui est très maladroit, qui est globalement le thème principal du film en plus, et qui est assez naïf, on n'y croit jamais vraiment, enfin, c'est un truc qui fonctionne pas, mais ça vient aussi du fait, comme je disais, de choisir de caster Mila Jovovich, qui est un type de jeu et une type d'interprétation aussi qui rend vite fait son personnage caricatural, hein, très très vite dans le film. Et puis bien sûr, on a, comme je le disais avant, le style de Marshall qui est parfois cool, avec le style d'Hellboy. Moi j'aime bien l'idée, je trouve pas que ce soit réussi toujours, mais c'est intéressant. Il a de vraies petites bonnes scènes à lui, la scène avec la Baba Yaga qui est assez passionnante, et il y a le combat avec les géants notamment, qui est franchement pas mal, qui est une belle séquence, je trouve. Il y a des moments où l'image, je trouve, je sais pas si c'était dû au cinéma, mais qui floutait un peu, c'est pas toujours très bien foutu, mais je trouve que c'était dynamique et assez sympathique de le voir combattre comme ça, des choses qu'on n'avait pas vues, grosso modo, dans les films de Del Toro, et qui, pour le coup, ici, sont assez sympathiques, je trouve, et fonctionnent plutôt bien. On comprend pourquoi il est si important, si spécial, entre guillemets, et la scène de fin, dont je ne dirai rien, mais que je trouve qui est franchement cool sur plein de points, qui fonctionne vraiment bien. En tout cas sur un moment très précis, mais je veux vraiment pas spoiler. Voilà, le style de Neil Marshall est donc cool parfois, mais aussi couillu, je trouve. La scène finale est vraiment couillue. Et il y a un body count gore qui est complètement dingue. Là, le film gagne par KO, hein, par rapport au film de Del Toro. Rien à voir. C'est beaucoup plus violent et beaucoup plus noir frontalement. On a du jus de cervelle tout le temps. C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Et ça a l'air complètement gratuit pendant une bonne partie du film, et heureusement à la fin ça ne l'est pas, et c'est ce qui fait que ce film est pas si mal du tout, honnêtement c'est une de ses grandes qualités. Mais c'est aussi malheureusement dans le style de Marshall toujours parfois moche et maladroit. Le pouvoir d'Alice notamment qui accompagne Hellboy, il est laid, absurde. Pourquoi son pouvoir se manifeste comme ça? Juste pour faire un effet qui en plus est moche, qui apporte rien du tout à l'histoire. Enfin vraiment c'est ridicule cet effet. Je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin de faire quelque chose d'original quand c'était une aussi mauvaise idée. Sans compter que c'est gore pour rien. Enfin bon, là vraiment pour le coup, je vois le style par rapport au reste du film, je comprends la cohérence de ça, mais ça marche pas, c'est maladroit, c'est ou mal exécuté ou c'est mal pensé. On a aussi certains effets 3D qui sont vraiment à petit budget, qui font la gueule, certains maquillages qui contrastent complètement avec d'autres qui sont réussis. Donc c'est assez terrible quand on a des maquillages réussis, qu'il y en a d'autres qui fonctionnent pas du tout, c'est tout de suite flagrant. Les dialogues qui sont globalement faibles, il faut être honnête. Il y a un ou deux moments où ça marche, et il y a Hellboy qui fait quelques moments plutôt sympathiques, mais ça s'arrête là. Et je tiens à souligner le fait que David Harbour est bien dans le rôle, hein. Je trouve qu'il n'y a pas de comparaison possible avec Pearl Man, tout simplement parce que le film est trop mal écrit, malgré un vrai désir de créer de la nuance dans l'histoire. Je pense que la prochaine fois, ce serait intéressant de mettre plus d'argent dans l'écriture, d'avoir plus le temps de développer. Mais David Harbour ne peut pas montrer qu'il est aussi bon, je trouve, que Ron Perlman, parce que les dialogues sont pas au même niveau. Et c'est pareil pour Ian McShane, hein, qui joue le rôle du père, qui a été connu notamment dans les séries Deadwood et là dernièrement dans American Gods, et qui est excellent comme acteur, qui peut être vraiment excellent. Enfin, non, c'est un très bon acteur qui peut être très bien utilisé quand on lui donne de bons dialogues. Et là, les dialogues sont pas top, et du coup, il est pas très très présent, quoi. Donc, vous avez entendu un changement de qualité de son. Oui, cet enregistrement a décidément été mouvementé. Bon, déjà, j'ai ma fille avec moi, mais en plus, j'ai foiré ma conclusion, donc je la finis, je la reprends là. Donc, allez voir, heureusement que j'avais pris des notes, hein. Allez voir Hellboy ou pas. Si on aime les séries B-gore, le film est plutôt sympa. Et je pense qu'on peut passer un bon moment. Par contre, si on est en attente de renouveau concernant le personnage de Hellboy, là non. Là vraiment non. Et en plus, soyons clairs, c'est clairement pas l'ambition du studio avec ce film. À mon avis, ils ont voulu surfer sur la vague des super-héros en proposant un style de film de super-héros gore. Voilà, en faisant un petit truc à leur sauce. Déjà, non seulement en partant du personnage d'Hellboy, Del Toro a montré qu'on pouvait être plus ambitieux que ça, et les 11 ans de décalage, à mon avis, n'ont pas aidé à faire oublier les précédents Hellboy qui sont rediffusés régulièrement à la télé. Donc ce film, en comparaison, dans ses ambitions, va souffrir.
Et en plus, le film, même dans cette orientation-là, est loin, très loin d'être parfait. Bon, je vais essayer d'être un peu moins dur pour finir, mais franchement, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film. Hein. J'ai vraiment pas passé un mauvais moment, mais le projet reste étrange. En face à un Hellboy 3 que Del Toro aurait pu faire et qui aurait a priori été, même dans ses mauvais jours, Del Toro aurait fait quelque chose de mieux, je pense. Donc ça reste toujours un projet bizarre, ce Hellboy. Mais j'insiste, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai bien aimé le choix d'assumer le gore comme ça jusqu'à la fin, entre guillemets, et pour de bonnes raisons, je pense. Et ça a donné lieu pour moi à la séquence la plus sympathique du film, la plus intéressante en termes d'émotion et tout, je trouve que ça fonctionnait bien, mais je vais pas spoiler, hors de question. Donc, pourquoi pas aller voir ce Hellboy si vous aimez bien les séries B gore, franchement, assez généreuses, vous allez pas passer un mauvais moment. Mais honnêtement, c'est pas au niveau des ambitions de ce que proposait Del Toro, et c'est dommage, et en comparaison, forcément, le film souffre à mort. Franchement, je serais surpris que le film marche et qu'il y ait une suite. Tant mieux, hein, s'il y en a une pour ceux qui aiment bien ce film-là, et moi j'ai pas passé un mauvais moment, donc je vais pas cracher sur une suite, mais soyons clairs, j'aurais voulu voir Hellboy 3 de Guillermo del Toro. Et j'espère toujours qu'un jour il se fera, d'une manière ou d'une autre, en film d'animation, en ce que vous voulez, parce que c'est trop dommage, et que ce film-là a des ambitions qui, à mon avis, sont moins intéressantes pour le personnage, et qui en plus tirent un petit peu la franchise vers le bas, si on peut parler de franchise, franchement, puisque c'est un peu un projet schizophrène, vu la difficulté qu'a eu Guillermo del Toro, et je ne comprendrai jamais pourquoi à faire un troisième, quitte à faire un film comme ça ensuite, qui a l'air tellement moins ambitieux et tellement moins intéressant, et qui coûte pour le coup moins cher, ce que je peux comprendre. Del Toro, voilà, en fait j'ai répondu à ma question. Pourquoi le studio n'a pas voulu le faire ? Parce que Neil Marshall et son équipe sont arrivés en disant, écoutez, nous on vous fait un film à 50 millions de dollars, alors que Del Toro, Guillermo, il allait encore vous demander 100 millions de dollars, voire plus, pour faire le troisième, et qu'il n'allait pas en ramener plus que ça, alors que nous, avec 50 millions, on va vous ramener 100 millions et que vous aurez fait le double. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être aussi bête que ça. J'ai pas cherché les ambitions de Neil Marshall ou de Andrew Cosby sur ce film, mais je serais surpris qu'elle soit sincèrement allée au-delà de ça, parce que le film est très généreux en séquence et ainsi de suite, mais il n'y a pas le budget en face qui va avec. Si vous voulez il y a des tas de films qui sont un peu paradoxaux comme ça. Je suis en train de bosser sur un après-le-film sur Fucking Kassovitz qui va sortir bientôt, et vous verrez qu'il y a une problématique similaire. Un film avec de très grosses ambitions pour un budget qui n'était pas au niveau de ses ambitions, et avec la cascade de problèmes que ça crée, entre guillemets, ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est pour dire, je trouve ce projet pour le coup un peu étrange, et forcément un peu décevant face à Guillermo del Toro, et ce sera probablement sa pierre tombale, mais on verra. Bon, le micro commence à déconner, décidément. J'aurais eu du souci tout du long. Merci à ma fille qui a été très très patiente, décidément, pendant cet enregistrement-là, et qui a été bien gentille, hein, même si vous avez dû vous sentir que ça a été un petit peu charcuté tout ça. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, si je devrais enregistrer avec ma fille d'ailleurs. Hein. Moi je trouve que c'est compliqué, mais a priori c'est écoutable, audible. Vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi bien sûr ce que vous pensez d'Hellboy, ça m'intéresse évidemment énormément. Plus que les likes, le partage et autres, donc ça, vous faites ce que vous voulez. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de HO les amis. Ciao ciao.